À tous, présents et à venir, salut! Ceci devait être la dernière vidéo de cette série sur le Japon où nous tentons de comprendre le cheminement de ce pays qui a conduit à son entrée en guerre en fin 1941. Mais en discutant avec certains d'entre vous, je suis arrivé à la conclusion que des vidéos de plus de 20 minutes qui me prennent 3 mois à faire n'avaient pas trop vos faveurs. Alors, sous les conseils de certains d'entre vous, merci à Isabelle, Marvin et Benoît qui se reconnaîtront, j'ai décidé de couper cette dernière volée en 3 épisodes plus petits que je vais poster beaucoup plus rapidement, un par semaine, le dimanche. La décision japonaise de déclencher la guerre contre les États-Unis peut nous laisser perplexes. Comment espérait-il vaincre les États-Unis dont l'avantage industriel était 10 fois supérieur à celui du Japon? Vous pourriez conclure que cette décision était totalement irrationnelle, suicidaire, donc folle. Cependant, cette terrible décision doit être considérée à la lumière de l'histoire de cette immense région et des alternatives dont disposait l'Empire à l'automne 1941. À savoir, soit l'étouffement économique national, soit la reddition de l'Empire de Tokyo sur le continent asiatique et la soumission aux États-Unis, soit la guerre comme moyen de négociation d'une meilleure position. Bien que l'agression japonaise en Asie de l'Est entre 1930 et 1940 ait des causes profondes, soit la cause profonde de la guerre du Pacifique, la route de Pearl Harbor a été construite sur des erreurs de calcul tant américaines que japonaises qui ont des racines profondes. Les deux acteurs étant embourbés dans une ignorance culturelle mutuelle et dans une arrogance rationnelle. C'est ce que nous allons voir dans ces séries de vidéos. À la vidéo précédente, nous avons laissé le Japon vainqueur de la guerre russo-japonaise de 1905, vidéo que vous pouvez revoir ici. Alors, nous allons maintenant parcourir les années de 1905 à 1909. Bon visionnage. Vous pourriez penser que la victoire contre une puissance européenne, la Russie donc, ait apporté au gouvernement japonais la reconnaissance de la population, et que celle-ci est particulièrement contente des termes des accords de Portsmouth signés en septembre 1905. C'était d'ailleurs une des dimensions que j'avais considérées pour l'analyse de l'entrée en guerre contre la Russie. Eh bien, c'est complètement raté. La journée même où les termes des accords sont rendus publics, une émeute explose à Tokyo. Elle est connue sous le nom des émeutes de Hibiya, du nom de ce parc situé en face du palais impérial, et où les premiers manifestants se sont rencontrés. Pendant 2 jours, les émeutiers détruiront 350 bâtiments, dont 70%, des commissariats de Tokyo. L'émeute s'étendra un peu à Kobe et à Yokohama. Comme nous l'avions dit, le Japon était au bord de l'échec et de la faillite à l'issue du mois d'août 1905. Les dirigeants le savaient, mais pas la population qui est laissée volontairement dans l'ignorance de cette situation dramatique. Pourquoi? Pour que leur soutien ne faiblisse pas. Quand les plus acharnés ont lu que les Russes ne paieraient pas d'indemnité de défaite et qu'en plus des gains territoriaux devront être rendus, ceux de Mandchourie, ils ont littéralement pété un câble. En conséquence, le gouvernement en place démissionne en janvier 1906 et il s'ensuit 13 années de troubles politiques avec pas moins de 9 émeutes à Tokyo qui atteignent un sommet en 1918 avec les émeutes du riz. A noter aussi que l'empereur Mutsuhito décède en 1912, mettant fin à la période Meiji. Sous son règne, le Japon a fait un bond extraordinaire. C'est son fils qui accède au trône. Il s'appelle Yoshihito et est âgé de 33 ans. Cette période s'appelle Taisho. Pendant ce temps, en 1914, le suicide collectif des puissances européennes commence. En août 1914, au déclenchement de la Première Guerre mondiale, le Japon honore les termes de son alliance de 1902 avec la Grande-Bretagne et déclare la guerre à l'Allemagne. Ils attaquent également les quelques colonies allemandes en Chine et dans le Pacifique. La guerre en Europe, dont on pensait à l'origine qu'elle serait terminée d'ici Noël 1914, est rapidement devenue une impasse. Au printemps 1917, des millions de personnes sont déjà mortes, soldats, civils, et il n'y a pas de fin en vue. Au Japon, cependant, la Grande Guerre est à peine ressentie auprès du public. La marine impériale japonaise patrouille dans la mer de Chine méridionale et pousse un peu vers l'océan Indien, mais sans grand engagement avec les forces ennemies.
Le Japon n'a pas envoyé de troupes sur le front occidental. Cela cependant change en avril 1917. Après que la Grande-Bretagne ait demandé de nombreuses fois de plus d'aide de son allié, le Japon décide d'envoyer initialement 8 et finalement 14 destroyers et un croiseur pour seconder les navires britanniques dans la mer Méditerranée. Ils seront basés à Malte. Et ils effectuent des missions de patrouille et de protection de convois et de sauvetage des navires coulés. Un destroyer japonais sera coulé par un U-boat autrichien. Il est intéressant de noter que les Japonais ne profitent pas beaucoup de ces événements et n'apprennent pas grand-chose de la guerre sous-marine pendant toute cette période. Alors ce retard-là, ils ne le combleront pas vraiment en fait, et ce sera des grandes conséquences lors de la Seconde Guerre mondiale. Bref, quand la guerre se termine en novembre 1918, le Japon, par petite participation, a gagné le droit de siéger en tant que vainqueur et de prendre possession des territoires allemands du Pacifique. Un point qui paraît aux Occidentaux de l'époque comme un simple détail, fait certainement partie aussi des racines du mal, si j'ose dire. Lorsque le projet de la Société des Nations est proposé à la conférence de Paris, le Japon exige qu'une clause soit insérée annonçant que la future organisation s'engage en faveur de l'égalité raciale. La Grande-Bretagne et ses dominions, donc l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, ont voté non, ainsi que les États-Unis. Cela restera comme une humiliation pour les Japonais. C'est aussi durant cette période que l'obsession des Japonais contre la Chine montre un cran. Rappelons-nous que le Japon a gagné déjà 2 guerres en Chine. La première contre les Chinois et la deuxième contre les Russes. Ils ont donc déjà une série de territoires chinois sous leur contrôle. Revenons légèrement en arrière en janvier 1915. Du côté de la Chine, ça ne va vraiment pas mieux, mais cela prendrait beaucoup trop de temps ici pour expliquer tout ça. Quoi qu'il en soit, le régime chinois est en plein chaos, la Chine est en partie une république dominée par des chefs de guerre. Le Japon, fidèle à sa doctrine, veut profiter de la faiblesse de son voisin et envoie un cahier de revendications en 21 points. On va les regrouper en 5 parties, en 5 groupes. Le premier groupe. Confirmation de la récente saisie par le Japon des ports allemands et des opérations dans la province du Shandong et élargissement de la sphère d'influence du Japon sur les chemins de fer et les côtes de Chine. Le groupe 2, bail de 99 ans, sur le territoire de la zone ferroviaire au sud de la Mandchourie. Le Japon veut en plus avoir un accès à la Mongolie inférieure pour les matières premières et comme site de fabrication, et c'est également un tampon stratégique contre l'empiètement russe en Corée. Le groupe 3, contrôle par le Japon du complexe minier et métallurgique de Han Ye-ping dans le centre de la Chine. Il était profondément endetté envers le Japon. Le groupe 4, interdiction à la Chine d'accorder de nouvelles concessions côtières et insulaires à des puissances étrangères. Le groupe 5 est probablement le plus agressif. La Chine doit engager des conseillers japonais pour prendre le contrôle effectif des finances et de la police chinoise. Le Japon sera habilité en plus à construire 3 grands chemins de fer, ainsi que des temples et des écoles bouddhistes. Le Japon prendrait ainsi aussi contrôle effectif du détroit de Taïwan qui avait été cédé au Japon en 1895. L'accueil, on s'en doute, n'est pas terrible. Le Japon retire le 5e groupe de revendications et impose un ultimatum à la Chine. Figurez-vous que les Chinois sont en fait contents, pas trop déçus. Ils s'apprêtaient à concéder beaucoup plus. Et donc le retrait du 5e groupe de revendications leur paraît acceptable. Ils ne sont pas en mesure de refuser quoi que ce soit en fait. Dans leur situation politique intérieure est bordélique, il n'y a pas d'autre mot. C'est un compromis bancal qui n'accorde rien de bien fameux et qui en plus sera remis en question lors de la fameuse conférence de paix et du traité de Versailles. Nous sommes donc de retour en 1919. La Chine, elle aussi, est dans le camp des vainqueurs, qu'elle a rejoint en août 1917, mais sans envoyer de forces militaires. D'aucuns pensent d'ailleurs que c'est l'une des raisons qui ont poussé enfin les Japonais à envoyer des forces en Europe. Ils ne voulaient pas faire moins bien. Et du côté chinois, ils espèrent un peu de respect des grandes puissances. Ce ballet diplomatique mériterait un traitement plus complet, tant la théorie des jeux pourrait mettre en évidence sa complexité. Mais ce sujet va rejoindre la pile des trucs à faire. Les conséquences de cette séquence chinoise 1915-1919 sont assez remarquables. J'en vois 3. Premièrement, la Chine, voyant que son intégrité territoriale n'est pas recouvrée, refusera de signer le traité de Versailles, car celui-ci confirme les prises de contrôle par les Japonais.
Les Chinois nourrissent clairement une haine contre les Japonais qu'ils perçoivent comme des vautours. Mais la Chine paye là certainement son manque d'engagement militaire. Au contraire du Japon, qui voit son investissement limité de 15 bateaux bien payé. Deuxièmement, l'attitude du gouvernement japonais énerve les Britanniques et les USA, qui voient là un concurrent très virulent à leurs propres intérêts. Voyez le groupe 4 des revendications. Enfin, et en très gros, on peut dire aussi que cette victoire diplomatique mine la confiance du peuple japonais envers ses politiciens. Une partie du peuple japonais constate que l'armée est capable de gagner des victoires et des territoires, mais que les politiciens sont incapables de les maintenir. La note de 1915 n'est pas terrible, le résultat de 1919, sans le groupe 4, est jugé ridicule par cette frange très remontée. Et nous l'avons vu, juste un petit peu avant, le pays est ébranlé par des émeutes. L'armée apparaît de plus en plus comme une force de stabilité et prend son importance en tant que mouvement politique. Mais son heure n'est pas encore venue. Il faut aussi que je vous parle un peu de la position des USA dans la région. Pour cela, reprenons notre machine temporelle et revenons juste avant 1900. En effet, les Américains nous font un coup dont le cynisme peut figurer dans le top 5 des coups tordus. Alors, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais je ne résiste pas, et puis ça explique aussi pourquoi les USA ne vont pas aider les Japonais lors du traité de Versailles. En 1896, les Philippines se révoltent contre les colons espagnols. Vu que tout ce qui peut affaiblir l'Espagne, qui est encore une grande puissance en Amérique, est bon à prendre, les USA soutiennent la révolte, allant même jusqu'à envoyer des troupes. L'Espagne est vraiment dans une mauvaise passe, et dans toute ses colonies d'ailleurs, et elle jette le gant. Mais dans une sorte de fierté toute hispanique, elle refuse l'indépendance aux Philippins et vend le morceau aux États-Unis sous le patronage de la France. Pour 20 millions de dollars, soit 600 millions d'euros de nos jours, c'est même pas la richesse de Bill Gates, c'est donc un très bon prix. Vous qui êtes de grands romantiques, bercés de culture hollywoodienne, avec les gentils gars du Tennessee qui a le cœur sur la main, si, je le vois. Vous vous dites que Oncle Sam va redonner l'indépendance à ces gars. Bonjour, c'est pas ça la vraie vie. Ils vont tout simplement coloniser le coin en fait. Tant et si bien qu'en 1899, les Philippins, qu'on sent un peu énervés, vous voyez, il y a de quoi, se révoltent contre leur nouveau maître. Lors de cette guerre d'indépendance, un militaire va un petit peu émerger, va sortir du lot. Il s'appelle Arthur MacArthur et est le père de Douglas MacArthur qui accueillera la reddition du Japon en 1945. Arthur deviendra d'ailleurs gouverneur militaire des îles et son fils Douglas fera ses premiers pas d'officier à Manille, en 1903 d'ailleurs. La révolte est pliée le 4 juillet 1902 par l'emprisonnement du leader des Philippins. Il y a un bilan lourd, on parle de 1,5 million de morts, soit 15% de la population. Les USA sont à ce moment officiellement une puissance coloniale.